Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du tram, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on commence cette émission au bord des étangs d'Ixelles. C'est un endroit qui depuis maintenant 2 ans est drastiquement limité aux voitures. Vous le voyez autour de moi et en fait ça fait partie des aménagements Covid de la commune d'Ixelles. Il y en a de nombreux à Ixelles, mais il y en a aussi dans toutes les communes bruxelloises évidemment. Et en fait les communes elles ont un petit peu profité du Covid pour utiliser cette période comme un vrai petit laboratoire de mobilité. Aujourd'hui ça fait 2 ans que le Covid a commencé, donc que ces aménagements sont là, l'occasion de faire un petit peu le point et de se demander qu'est-ce qui va rester et comment ont évolué nos habitudes de mobilité. C'est de ça dont on parle dans le tram. À tout de suite. Oui, bonjour, vous êtes échevin écolo en charge de la mobilité à Ixelles. Pourquoi avoir fait ce type d'aménagement au début du premier confinement? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En mars 2020, c'est le confinement. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans le centre d'Ixelles, donc voilà, les étangs d'Ixelles sont pris d'assaut par les gens qui n'ont rien d'autre à faire que de se promener. C'est la seule occupation de la journée et c'était finalement un peu dangereux parce que les trottoirs étaient très étroits, les gens se croisaient, il y avait des joggers, etc. Donc les gens ont commencé à dire mais il faut se rappeler, il n'y avait pas de masque à l'époque. Donc les gens ont dit mais il faut prendre des mesures. Et donc on a pris vraiment des mesures d'urgence, de police, de type ordonnance de police, pour fermer la rue. Seuls les riverains y avaient accès avec leur voiture et pour en faire un véritable piétonnier. Il y en a eu beaucoup des décisions comme celle-là pour des endroits de la commune? Oui, tout le nord de la commune, là, du côté de la porte de Namur, de la chaussée d'Ixelles, c'est toutes des petites rues historiques. Là aussi, on avait beaucoup de monde sur le trottoir, quasiment pas de voitures à cette époque-là. Et donc on s'est dit, on va tout transformer en zone de rencontre. Mais évidemment, quand il y a eu le déconfinement, la situation a complètement changé. Et donc là, par exemple, pour le nord d'Ixelles, il commençait à y avoir de nouveau des voitures, donc ça devenait dangereux que les gens marchent au milieu de la rue. Et donc là, on a rechangé les règles. C'est des aménagements d'urgence, il faut un permis pour ce genre d'aménagement? Non, on prend des ordonnances de police. Ouais. Donc c'est le bourgmestre qui prend la décision. Après, si on veut pérenniser l'aménagement, et c'est le cas par exemple pour les étangs d'Ixelles, les gens ont trouvé ça super, ils ont dit il ne faut surtout pas revenir en arrière, c'est enfin une chouette promenade et tout ça. Et donc à ce moment-là, on prend après règlement complémentaire de police pour pérenniser l'aménagement. C'est ça, 2 ans après, on a décidé de tous les pérenniser à Ixelles? Pas tous, par exemple dans le nord de la commune, on est revenu à une circulation normale, zone 30, et plus en zone résidentielle. Ouais. Mais par exemple dans des quartiers du sud de la commune qui se prêtaient bien à rester une zone résidentielle, on est resté en zone résidentielle. Et ça a été facile de convaincre des riverains qui ont été pour certains mis sur le fait accompli un petit peu au début du confinement? Oui, mais tout le monde était demandeur, hein. Ouais. Parce qu'il y avait un vrai danger sanitaire. Et puis après, tout le monde a adhéré. Les gens ont trouvé ça vraiment super chouette. C'était un petit peu un laboratoire, en fait, le confinement, ça a permis de tester des trucs en termes de mobilité qu'on n'aurait pas fait Oui et non, en fait, effectivement, on ne les aurait pas fait comme ça, en tout cas. Ouais. Moi, j'avais un plan pour les étangs d'Ixelles, j'avais imaginé un aménagement, on l'avait même passé en collège 1 mois avant. J'étais passé sur BX1 pour le présenter, et paf, 1 mois plus tard, c'est le confinement, et on a complètement changé notre fusil d'épaule, on a fait un aménagement complètement différent. Ça a été facile de convaincre les partenaires, parce qu'évidemment, écolo, c'est un petit peu la ligne, la ligne politique de garder plus d'espace public pour la mobilité alternative. Ixelles, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ouais. Vraiment, tout le monde est cool, et tout le monde pense effectivement qu'il faut offrir beaucoup plus d'espace public. Donc il y a peu d'espace vert, il y a une densité de population très importante, et il faut savoir qu'à Ixelles, dans ces quartiers-là, près de la place Flagelle, pour de Namur, 75% des ménages n'ont pas de voiture. Ouais. Il y a d'autres types d'aménagements qui ont eu lieu grâce au Covid, c'est les terrasses. Comment ça s'est passé à Ixelles? Ça fait 2 ans qu'on en a, est-ce qu'on en aura cet été, l'été 2022? Oui, donc il y a environ 500 Horeca, établissements Horeca à Ixelles, c'est énorme, hein, c'est une des communes de Belgique où il y a le plus d'Horeca. Et il y en a 250 qui ont demandé de pouvoir installer une terrasse sur une place de stationnement devant chez eux. Donc ça a bien fonctionné. Cet hiver, les terrasses ont été démontées. Mais à partir du 1er avril et jusqu'au 31 octobre, les établissements pourront redemander une autorisation pour occuper une place de stationnement devant. Donc c'est une idée qui a bien marché finalement, ouais. Et les gens sont assez demandeurs, les établissements mais aussi les clients, de pouvoir en profiter. Pour les établissements, il y avait une espèce de charte en quelque sorte ou des lignes directrices pour faire une terrasse, ou alors c'était un petit peu chacun de briques et de broc? Au début c'était un peu du briques et des brocs, les gens achetaient des palettes, voilà, 3 pots de fleurs et faisaient une terrasse. Et puis on a décidé effectivement d'établir une charte
Et donc on a dicté quelques lignes de conduite pour que ça ne ressemble pas à n'importe quoi. Donc par exemple chez nous, chaussée de Bunda, il fallait que les planchers soient peints en noir, qu'il y ait une petite barrière en noir, etc. Et tout de suite ça donnait un style à la rue. Ouais, il y avait des critères particuliers pour certains Oreca qui, en fonction de la distance sur le trottoir ou sur la place de parking devant chez eux. Il faut toujours laisser une place pour que les piétons et les personnes à mobilité réduite puissent passer. Mais après, ils pouvaient prendre la place de parking et parfois même, ils pouvaient prendre la place de parking d'à côté, devant par exemple le commerce d'à côté, si le commerce d'à côté était d'accord et si c'était pas un Oreca. Par exemple, un café à côté d'un opticien du haut, il n'y a pas de problème. Et tous les Oreca ont redemandé pour 2022 ou alors il y en a certains qui ont décidé de changer de formule ou quoi? On table sur 200 demandes en avril. On en avait 250 pendant le Covid. Et il y a la problématique dans l'intérieur d'îlot aussi. Est-ce qu'il y en a certains qui ont fait des aménagements en intérieur d'îlot pour profiter un petit peu de... Alors, le problème c'est que les clients ne pouvaient plus aller à l'intérieur des établissements. Ouais. Nous, on ne voulait pas non plus qu'ils s'étalent en intérieur d'îlot, c'est totalement interdit. Et donc du coup, dans les quartiers comme par exemple au cimetière d'Ixelles où il y a beaucoup d'établissements qui ont des terrasses en intérieur d'îlot illégales, on leur dit ça c'est pas question, parce que là en plus les gens sont chez eux, donc ils ne veulent pas de bruit, etc. à l'intérieur de l'îlot. Et donc on leur a permis d'avoir une terrasse un peu plus grande de ce côté-là, vers le côté rue. Merci Yves Rouillet de nous avoir parlé de la mobilité et des aménagements qui ont lieu avec le Covid. C'est un premier aspect, mais il y en a aussi un autre qui est peut-être un petit peu plus... qui fait parfois l'objet de controverses. Regardez cette petite capsule. Et un autre sujet absolument incontournable de la mobilité après Covid, ce sont les pistes cyclables, les fameuses pistes cyclables Corona. Ici, on est au bord du boulevard Général Jacques et juste à côté de moi, c'en est une. Elle fait partie de ce fameux package annoncé au printemps 2020, 50 km étaient annoncés, là il y en a plus ou moins 43 qui ont été dessinés. Quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une piste cyclable est une bonne piste cyclable? Eh bien c'est de ça qu'on va parler dans la deuxième partie de cette émission avec Frédéric de Portereux, il est responsable vélo à Bruxelles Mobilité. Et voilà, nous sommes avec Frédéric de Portereux, 43 km de piste cyclable Corona, c'est exact? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Et alors, quelle est la philosophie derrière ces fameuses pistes cyclables Corona? C'est-à-dire que de toute façon, on était censé aménager des pistes cyclables de bonne qualité sur certains axes, notamment sur le réseau vélo principal, le réseau Vélo Plus, comme on l'appelle. Et donc, ici, 2030, on devait faire ces pistes cyclables et on a profité du confinement pour déjà réserver l'espace sur certains axes pour le faire. C'est quels axes? Les grands axes? C'est principalement les grands axes du réseau structurant, hein, la moyenne ceinture, la petite ceinture, les axes pénétrants. Et donc c'est là qu'on a souvent soit pas d'aménagement cyclable aujourd'hui, soit des aménagements cyclables qui datent d'une autre époque, qui ne répondent plus aux standards de qualité, comme sur Deleurs ou la chaussée de la Hulpe par exemple. Et c'est quel standard de qualité par exemple? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que une piste cyclable est une bonne piste cyclable? Dorénavant, une piste cyclable doit faire au moins 2 mètres, de préférence 2,50 m de large pour permettre un dépassement entre cyclistes ou permettre d'accueillir un certain volume de cyclistes. On voit par exemple sur la rue de la Loi déjà 1000 cyclistes par heure et donc ça passe plus sur les 90 cm qu'on a là. Donc il faut élargir les pistes cyclables et permettre le dépassement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de cyclistes et d'autres usagers comme les trottinettes ou les monoroues et donc il y a plus de gens sur les aménagements cyclables donc il faut les élargir, c'est logique. Si avec 2 ans de recul on doit évaluer, ça fait 2 ans que ces pistes cyclables sont en fonctionnement, on en est où? On est en train de les évaluer assez systématiquement, donc on mesure. Mais elles vont rester. Pardon? Elles vont rester la plupart. L'idée c'est bien qu'ils vont rester, mais il faudra peut-être les adapter. Donc il faudra veiller à ce qu'il y ait un bon écoulement de la circulation automobile, parce que c'est souvent aussi des axes structurants pour le réseau automobile, le réseau Auto Plus. Donc il faut que ça fonctionne. Ouais. En même temps, on peut calibrer pour qu'on ait la place pour un aménagement cyclable de qualité et une circulation qui est suffisamment fluide pour que le réseau auto fonctionne bien correctement. Il y a des endroits sur lesquels vous avez dû revenir faire marche arrière? On a dû adapter certains aménagements, notamment le boulevard Sylvain Dupuis par exemple, où on avait fait 2 bancs de bus plus vélo et on n'avait pas de problème de capacité de l'axe, mais plutôt un problème avec l'accès au shopping. Et donc on a dû modifier l'aménagement pour que cet accès se fasse plus sans problème en fait. Toutes ces pistes cyclables sont chaque fois séparées de la voirie? Pas encore, non. Donc on avait des limites en fait, des interventions possibles dans les aménagements temporaires. Ça doit être démontable rapidement dans les 24 heures. Donc on pouvait travailler avec des New Jersey, des bacs à fleurs, du marquage. Ouais.
Et à un certain moment donné, on n'avait plus de New Jersey, donc il n'y avait plus de stock. Et souvent, on s'est limité à des marquages au sol qu'on a parfois sécurisés avec des plots ou d'autres dispositifs qui permettent de séparer plus ou moins les aménagements. À terme, évidemment, il est clair que le but, c'est de séparer, sur les grands axes, de séparer les cyclistes de la circulation. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli, mais non, on voit des plots de béton, on se demande si c'est temporaire ou pas. L'idée, c'est de faire des pistes cyclables ocre, par exemple, comme ce qu'on voit de plus en plus. Tout à fait, donc ça c'est le standard d'aménagement, c'est la piste cyclable séparée de couleur ocre. Évidemment, c'est clair qu'il s'agit d'aménagement temporaire, le but n'est pas d'être joli, le but pour l'instant c'est de prendre l'espace. Et justement, quand on voit par exemple ces pistes cyclables de couleur ocre, il y a celle de l'avenue Louise. Ça, c'est des bonnes pistes cyclables. On a l'impression que parfois les automobilistes et les cyclistes s'enroulent un peu les uns sur les autres. On confond souvent plusieurs choses. Donc, l'avenue Louise, c'est une rue cyclable. Donc, c'est pas une piste cyclable. On peut considérer que la rue cyclable, c'est une piste cyclable où on admet les voitures. Évidemment, pour que ça fonctionne bien, il faut doser les voitures. Donc, il faut qu'il y ait très peu de voitures. On l'a fait par exemple sous les contre-allées de la petite ceinture. On a une rue cyclable où il n'y a que la circulation locale. Donc à terme, c'est à ça qu'on doit arriver sur l'avenue Louise. On doit limiter l'accès aux voitures au strictement nécessaire, les riverains, les magasins qui sont dans le tronçon, mais on doit pouvoir évacuer le transit de ces rues cyclables. Sinon, on va en effet avoir des conflits d'usage qu'on connaît maintenant. Ouais, ça. Vous me parliez aussi de micro-projets et d'urbanisme tactique quand on préparait cette émission. C'est quoi ? L'urbanisme tactique, c'est de profiter de changements comme un confinement, avec des mesures très rapides, un bac à fleurs, une fermeture de rue, pour changer le fonctionnement d'une rue. On l'a vu notamment très célèbrement à New York, sur le Times Square, on a libéré une partie avec des chaises, avec des parasols, et c'est devenu un square à vie. Et donc c'est l'exemple type d'un urbanisme tactique, on teste un autre aménagement, un autre fonctionnement de l'espace public. Et donc pour que les téléspectateurs comprennent bien, ce sont des aménagements temporaires qui doivent être évalués après pour demander un permis plus long, c'est ça ? Mais qui doivent évaluer, et en fonction de l'évaluation, on va décider, tiens, ça vaut la peine de continuer comme ça ou de changer totalement. En tout cas, on sait qu'il y a un besoin sur ces axes qu'on a traités, un besoin d'aménagement cyclable plus sécurisé qu'actuellement. Merci Frédéric Deporto d'avoir participé à cette émission sur les 2 ans du Covid. En tout cas, il y a matière à suivre, matière pour en parler dans le tram. C'est pour ça qu'on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.